Vous savez, ce qui me brise le cœur chaque jour dans mon cabinet, ce qui me réveille parfois la nuit avec cette sensation d'impuissance qui nous étreint tous face à l'injustice, c'est de voir des femmes magnifiques, intelligentes, pleines de vie, se retrouver complètement isolées de leur propre famille simplement parce qu'elles ont dit une phrase, un seul mot au mauvais moment et tout s'est effondré autour d'elles comme un château de cartes. Et le pire, c'est qu'elles ne comprennent même pas ce qui s'est passé. Elles me regardent avec ces yeux remplis de confusion et de douleur en me demandant pourquoi leurs enfants ne les appellent plus, pourquoi leurs petits-enfants semblent éviter leurs appels, pourquoi les repas de famille sont devenus si tendus qu'on pourrait couper l'atmosphère au couteau. Et moi, Christophe André, après 40 ans de pratique en psychiatrie, après avoir accompagné des milliers de personnes dans leur quête de sérénité et de connexion authentique, je peux vous dire une chose avec une certitude absolue, il existe 10 phrases, 10 formulations apparemment anodines que vous ne devez jamais prononcer devant votre famille après 60 ans si vous ne voulez pas vous retrouver seul lors de vos dernières années, abandonné, oublié, regardant par la fenêtre en vous demandant où sont passés tous ces gens que vous avez tant aimés. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marie, une femme que j'ai reçue il y a quelques mois dans mon cabinet parisien, une femme de 63 ans, élégante, cultivée, qui avait travaillé toute sa vie comme enseignante, qui avait élevé 3 enfants magnifiques, qui avait été une épouse dévouée pendant 35 ans avant que son mari ne décède d'un cancer. Marie est arrivée dans mon bureau un mardi matin de novembre. Il pleuvait sur Paris comme il pleut souvent en novembre, cette pluie fine et persistante qui semble vouloir laver la ville de tous ses secrets. Et Marie s'est assise dans le fauteuil face à moi avec cette posture que je reconnais immédiatement chez mes patientes, cette manière de se tenir très droite comme si elle voulait prouver au monde qu'elles sont fortes alors qu'à l'intérieur elles se sentent complètement brisées. Et elle m'a dit avec une voix qui tremblait légèrement: « Docteur André, je ne comprends pas ce qui s'est passé, mes enfants ne me parlent presque plus, ma fille a déménagé à Lyon et ne me donne plus de nouvelles, mon fils aîné trouve toujours des excuses pour ne pas venir me voir et le petit dernier, celui que j'ai porté dans mon cœur avec tant d'amour, m'a dit la semaine dernière qu'il avait besoin de prendre ses distances, imaginez prendre ses distances de sa propre mère. Et en discutant avec Marie pendant plusieurs séances, en creusant doucement comme on creuse un jardin pour en révéler les racines cachées, j'ai découvert qu'elle avait prononcé exactement ces phrases toxiques dont je vais vous parler aujourd'hui, ces phrases qui semblent innocentes mais qui sont comme des petites bombes à retardement dans les relations familiales. Et le plus tragique, c'est qu'elle les avait dites avec amour, avec la meilleure intention du monde, parce que personne ne nous apprend comment communiquer avec nos enfants adultes, personne ne nous explique que la dynamique change complètement après 60 ans, que ce qui fonctionnait quand ils avaient 10 ans ne fonctionne plus du tout maintenant qu'ils en ont 40. Avant d'aller plus loin dans cette conversation intime que nous avons ensemble aujourd'hui, permettez-moi de vous demander quelque chose de très simple. Si vous sentez que ce que je vous partage résonne en vous, si vous reconnaissez déjà certaines situations que je décris, si vous voulez vraiment transformer vos relations familiales et retrouver cette connexion profonde et authentique avec les personnes que vous aimez le plus au monde, alors s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne maintenant parce que je partage régulièrement des outils concrets, des stratégies psychologiques validées par des décennies de recherche et de pratiques cliniques, des techniques de pleine conscience adaptées à votre réalité de femme mature, intelligente et puissante. Et croyez-moi, vous êtes puissante, même si parfois vous ne le sentez pas, même si la société essaie de vous faire croire que vous devenez invisible après un certain âge, ce qui est d'ailleurs une absurdité monumentale inventée par une culture qui valorise la jeunesse au détriment de la sagesse. Mais nous y reviendrons, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, parce que chaque vidéo que je publie est conçue pour vous. Redonner ce pouvoir que vous n'auriez jamais dû perdre. Maintenant, et c'est là que les choses deviennent vraiment sérieuses, écoutez-moi bien, parce que ce que je vais vous dire pourrait vous sembler dur, mais c'est la vérité crue et non édulcorée que personne d'autre n'osera vous dire. Si vous continuez à prononcer ces phrases toxiques dont nous allons parler, si vous ne prenez pas conscience dès aujourd'hui de l'impact dévastateur qu'elles ont sur vos relations familiales, vous allez vous retrouver exactement dans la situation que vous redoutez le plus au fond de votre cœur. Vous allez finir vos jours dans la solitude, vos enfants vont espacer de plus en plus leurs visites jusqu'à ce qu'elles deviennent des obligations pénibles qu'ils accomplissent par devoir et non par plaisir. Vos petits-enfants vont grandir sans vraiment vous connaître. Ils vont vous voir comme cette grand-mère un peu étrange qu'on visite 2 fois par an par politesse.
Et quand vous aurez vraiment besoin d'eux, quand votre santé déclinera, quand vous aurez besoin de cette chaleur humaine qui rend la vieillesse supportable, ils ne seront pas là émotionnellement. Oh, ils s'occuperont peut-être de vos besoins matériels par sens du devoir. Mais cette connexion profonde, cette intimité affective, ce sentiment d'être vraiment vu, comprise, aimé pour qui vous êtes, tout cela aura disparu, évaporé comme la rosée du matin sous le soleil brutal de la réalité. Et vous vous demanderez comment vous en êtes arrivé là. Comment cette famille que vous avez construite avec tant d'amour et de sacrifice a pu devenir un groupe d'étrangers polis qui se réunissent occasionnellement autour d'une table en évitant soigneusement tous les sujets importants. Et ce n'est pas tout, parce que la situation peut devenir encore pire, et je sais que vous ne voulez pas entendre cela, mais en tant que psychiatre qui vous respecte assez pour vous dire la vérité, je dois vous prévenir, vos enfants vont construire leur vie sans vous. Ils vont créer leur propre tradition familiale dont vous serez exclus, ils vont chercher des figures maternelles de substitution, peut-être leur belle-mère si elle sait mieux communiquer, peut-être une tante, une amie de la famille, quelqu'un qui leur offre ce que vous ne savez plus leur offrir, un espace de non-jugement, une écoute bienveillante, une présence qui nourrit au lieu de drainer. Et imaginez ce que vous ressentirez quand vous découvrirez sur les réseaux sociaux, parce que oui, vous les suivez probablement sur Facebook ou Instagram, même si vous ne commentez pas souvent. Imaginez ce que vous ressentirez quand vous verrez des photos de vos petits-enfants en train de passer un merveilleux moment avec cette autre figure grand-maternelle, quand vous verrez leurs sourires authentiques, leur complicité évidente, et que vous réaliserez que vous avez été remplacé, que quelqu'un d'autre occupe maintenant la place que vous auriez dû avoir dans leur cœur. Et le pire, c'est que vous ne pourrez blâmer personne d'autre que vous-même, parce que vous aurez eu toutes les occasions de changer, tous les signaux d'alarme étaient là, les silences gênés, les visites écourtées, les appels téléphoniques de plus en plus brefs. Mais vous n'avez rien fait parce que vous ne saviez pas, parce que personne ne vous avait expliqué ces mécanismes psychologiques fondamentaux qui régissent les relations familiales à cet âge de la vie. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette période, après 60 ans, est si critique, si délicate, si remplie de pièges potentiels pour les relations familiales, et pourquoi les femmes en particulier doivent faire preuve d'une vigilance accrue. Parce que oui, mesdames, nous sommes jugées différemment. Nous sommes tenus à des standards différents et c'est profondément injuste, mais c'est la réalité dans laquelle nous évoluons. Après 60 ans, vous entrez dans une phase de transition majeure. Vos enfants sont maintenant des adultes établis avec leur propre famille, leurs propres problèmes, leurs propres priorités. Et la dynamique par enfant doit se transformer en une relation adulte-adulte, ce qui est extrêmement difficile pour beaucoup de mères, parce que pendant des décennies, votre identité a été construite autour de votre rôle maternel. Vous étiez celle qui guidait, qui conseillait, qui protégeait, qui savait mieux. Et maintenant, vous devez lâcher prise, vous devez accepter que vos enfants adultes ont le droit de faire leur propre choix, même si vous pensez qu'ils se trompent, même si vous voyez clairement les erreurs qu'ils sont en train de commettre. Et c'est déchirant, je le sais, j'ai vu cette douleur dans les yeux de centaines de femmes assises exactement là où vous êtes maintenant. Cette frustration de devoir se taire quand on voudrait crier attention, et cette impuissance face aux décisions de nos enfants. Mais voici la vérité paradoxale que j'ai apprise après 40 ans de pratique. Plus vous essayez de contrôler, plus vous les poussez à s'éloigner, plus vous donnez des conseils non sollicités, plus ils cessent de vous écouter, plus vous critiquez leurs choix, plus ils vous excluent de leur vie. C'est un mécanisme psychologique implacable, et les phrases dont nous allons parler sont précisément ces tentatives déguisées de maintenir un contrôle qui n'est plus approprié à cette étape de la relation. Pensez à Marie dont je vous parlais tout à l'heure. Elle me racontait qu'elle disait régulièrement à sa fille « Tu sais, quand j'avais ton âge, je n'aurais jamais laissé mes enfants devant un écran comme tu le fais », et elle pensait que c'était juste une observation, un partage d'expérience. Mais ce que sa fille entendait, c'était tu es une mauvaise mère, je faisais mieux que toi, tu ne sais pas ce que tu fais. Et chaque fois que Marie prononçait cette phrase ou des variantes similaires, elle creusait un peu plus le fossé entre elle et sa fille. Elle ajoutait une petite pierre au mur qui se construisait lentement mais sûrement entre elles. Et maintenant, ce mur est si haut que Marie ne peut même plus voir sa fille de l'autre côté. Et elle est là dans mon cabinet en train de pleurer en me demandant comment réparer ce qu'elle a cassé sans même s'en rendre compte. Et je vais vous dire comment réparer.
Je vais vous donner les outils concrets pour éviter de vous retrouver dans cette situation. Mais d'abord, vous devez comprendre l'ampleur du danger. Vous devez vraiment saisir ce qui est en jeu ici, parce que ce n'est pas juste une question de relation familiale un peu tendue, c'est une question de qualité de vie pour vos 20 ou 30 prochaines années. C'est une question de santé mentale et même physique, parce que la recherche scientifique est absolument claire sur ce point. L'isolement social après 60 ans est aussi dangereux pour votre santé que fumer 15 cigarettes par jour. Les personnes âgées isolées ont un risque significativement plus élevé de dépression, de déclin cognitif, de maladies cardiovasculaires. Leur système immunitaire fonctionne moins bien. Elles ont plus de risques de développer une démence et elles meurent plus jeunes. C'est brutal, mais c'est la vérité scientifique. Alors quand je vous dis que ces phrases peuvent détruire votre vie, je ne suis pas en train d'exagérer pour l'effet dramatique, je vous parle en tant que médecin qui a vu les conséquences réelles et mesurables de l'isolement social sur la santé et le bien-être de mes patientes. Maintenant, imaginez le scénario alternatif, imaginez que vous continuez sur cette voie, que vous ignorez les avertissements, que vous vous dites que vos enfants sont trop sensibles, qu'ils devraient comprendre que vous parlez avec amour, que vous avez bien le droit de donner votre opinion après tout ce que vous avez fait pour eux, et peut-être que vous avez raison sur le fond, peut-être que vos intentions sont pures, mais les relations humaines ne fonctionnent pas sur les intentions, elles fonctionnent sur l'impact, sur ce que l'autre personne ressent. Et si votre fille se sent jugée et diminuée chaque fois qu'elle vous parle, elle va arrêter de vous parler. C'est aussi simple que cela. Les êtres humains évitent naturellement les sources de douleur et de stress. C'est un mécanisme de survie fondamental. Alors imaginez que dans 5 ans, vous êtes assise seule dans votre appartement, c'est Noël, vos enfants ont trouvé des excuses pour ne pas venir, ils sont chez les beaux-parents ou ils ont décidé de faire leur propre célébration intime et vous regardez par la fenêtre les familles heureuses qui passent dans la rue, les rires des enfants, la chaleur des étreintes, et vous demandez comment votre vie en est arrivée là, comment vous êtes devenue cette femme seule que personne ne veut vraiment voir. Et le plus terrible, c'est que vous savez que c'est votre faute, que vous avez eu toutes les occasions de changer, mais que vous ne l'avez pas fait. Et cette culpabilité va vous ronger de l'intérieur, elle va se mélanger à la solitude pour créer un cocktail toxique de désespoir et de regret qui va empoisonner vos dernières années. Et je ne veux pas cela pour vous, je ne veux cela pour aucune femme, parce que vous méritez tellement mieux, vous méritez d'être entouré d'amour et de respect, vous méritez d'avoir des relations familiales riches et nourrissantes qui vous apportent de la joie au lieu du chagrin. Mais attendez, parce que l'histoire devient encore plus sombre. Et je sais que c'est difficile à entendre, mais vous devez comprendre toute la portée de ce qui peut arriver. Vos enfants ne vont pas seulement s'éloigner de vous, ils vont aussi commencer à parler entre eux de vous, ils vont partager leurs frustrations, comparer leurs expériences, et ils vont créer une narrative commune sur qui vous êtes, et cette narrative ne sera pas flatteuse. Ils vont se dire entre eux, t'as vu comment maman a encore critiqué ma façon d'élever les enfants, ou elle n'arrête pas de se plaindre de sa santé, elle me fait toujours sentir coupable. Et cette narrative va se solidifier, elle va devenir la vérité officielle de la famille, et le pire, c'est que vos petits-enfants vont grandir en entendant cette version de qui vous êtes. Ils vont absorber cette image négative avant même de pouvoir former leur propre opinion. Et quand ils seront adolescents et qu'on leur demandera s'ils veulent aller voir grand-mère, ils vont lever les yeux au ciel et trouver des excuses parce qu'ils auront déjà intégré l'idée que vous êtes difficile, critique, épuisante et vous n'aurez jamais la chance de leur montrer. Qui vous êtes vraiment, cette femme sage, drôle, intéressante, qui a vécu une vie riche et qui a tant de choses à partager, tout cela sera perdu à cause de quelques phrases malheureuses répétées trop souvent au mauvais moment. Et si vous pensez que je noircis le tableau, que j'exagère pour vous faire peur, laissez-moi vous raconter une autre histoire, celle de Françoise, une femme de 68 ans que j'ai suivie pendant 2 ans. Françoise avait été une femme brillante, elle avait dirigé sa propre entreprise, elle avait élevé 4 enfants, elle était intelligente, cultivée, elle parlait 3 langues, elle avait voyagé dans le monde entier, mais elle avait aussi un besoin compulsif de tout contrôler, de toujours avoir raison, de donner son avis sur tout, même quand personne ne le lui demandait. Et au fil ces 4 enfants se sont progressivement éloignés. Le premier a déménagé au Canada, officiellement pour des raisons professionnelles, mais en réalité pour mettre un océan entre lui et sa mère. Le deuxième a limité les contacts
direct à un appel téléphonique obligatoire une fois par mois. La troisième a développé des problèmes d'anxiété tellement sévères qu'elle a dû suivre une thérapie pendant des années pour apprendre à mettre des limites. Et le quatrième a simplement coupé les ponts, il a changé de numéro de téléphone et a déménagé sans laisser d'adresse. Et Françoise est arrivée dans mon cabinet complètement effondré, elle ne comprenait pas, elle avait tout donné à ses enfants, elle avait sacrifié sa carrière pour eux à certains moments, elle avait toujours été là et maintenant il la traitait comme une paria, comme quelqu'un de toxique dont il fallait se protéger. Et en travaillant avec elle, j'ai découvert qu'elle disait systématiquement toutes les phrases dont nous allons parler aujourd'hui. Elle comparait ses enfants entre eux, elle ramenait tout à elle et à ses propres expériences, elle critiquait leur choix de vie, elle se plaignait constamment de ne pas voir assez. Ces petits-enfants, elle rappelait sans cesse tout ce qu'elle avait fait pour eux et chacune de ces phrases était comme un coup de marteau sur le clou qui scellait son cercueil relationnel. Maintenant, à 68 ans, elle vit seule dans un grand appartement vide, rempli de photos de famille qui datent d'une époque où ses enfants lui parlaient encore. Et elle passe ses journées à ressasser le passé en se demandant ce qu'elle aurait pu faire différemment. Et c'est une tragédie, une vraie tragédie humaine, parce que ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Si seulement quelqu'un lui avait expliqué plus tôt, si seulement elle avait eu accès aux outils que je vais vous donner aujourd'hui, tout aurait pu être différent. Alors, respirez profondément avec moi maintenant, parce que nous allons passer de l'obscurité à la lumière, nous allons transformer cette peur en pouvoir, cette anxiété en action. Je vais vous donner exactement les clés dont vous avez besoin pour éviter ce destin terrible. Pour construire ou reconstruire des relations familiales saines, respectueuses, nourrissantes, des relations où vous êtes valorisé pour votre sagesse sans être perçu comme intrusive, où vous pouvez partager votre expérience sans être vu comme critique, où vous pouvez exprimer vos besoins sans être étiqueté comme égoïste. Et ces clés ne sont pas théoriques, ce ne sont pas des concepts abstraits de psychologie que vous ne pourrez jamais appliquer dans la vraie vie, ce sont des outils concrets, pratiques que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui, dès votre prochaine conversation avec vos enfants. Et je les ai vus fonctionner des centaines de fois dans mon cabinet, j'ai vu des relations complètement brisées se réparer, j'ai vu des mères et des filles qui ne s'étaient pas parlé pendant des années se retrouver et créer une connexion encore plus profonde qu'avant, j'ai vu des grands-mères retrouver leur place dans la vie de leurs petits-enfants, et tout cela parce qu'elles ont appris à communiquer différemment, à être présentes différemment, à aimer différemment, et vous pouvez faire la même chose peu importe où vous en êtes maintenant dans vos relations familiales. Peu importe le nombre d'erreurs que vous pensez avoir commises, il n'est jamais trop tard pour changer, pour évoluer, pour devenir la version de vous-même que vos enfants et petits-enfants vont adorer avoir dans leur vie. La première chose que vous ne devez jamais dire à votre famille après 60 ans, et écoutez-moi bien parce que je sais que beaucoup d'entre vous le disent régulièrement sans même y penser, c'est toute phrase qui compare vos enfants entre eux ou qui compare vos petits-enfants entre eux. Des phrases comme ton frère, lui au moins il vient me voir régulièrement, ou ta sœur elle m'appelle tous les jours, ou regarde comme le fils de ta sœur est poli comparé au tien. Ces comparaisons sont absolument dévastatrices pour plusieurs raisons psychologiques profondes. D'abord parce qu'elles réactivent des blessures d'enfance qui n'ont peut-être jamais complètement guéri. Vous devez comprendre que même si vos enfants sont maintenant des adultes 40 ou 50 ans, une partie d'eux est toujours cet enfant qui cherchait désespérément votre approbation, qui voulait être votre préféré, qui se sentait en compétition avec ses frères et sœurs pour votre amour et votre attention. Et quand vous faites une comparaison, même apparemment anodine, vous ramenez cet enfant blessé à la surface, vous lui rappelez qu'il n'était pas assez bien, qu'il n'était pas celui que vous préfériez, et cela crée une douleur émotionnelle profonde qui va s'exprimer soit par de la colère, soit par du retrait. Ensuite, ces comparaisons créent ou renforcent des rivalités entre vos enfants. Elles les dressent les uns contre les autres, et au lieu d'avoir une famille unie, vous créez des factions, des alliances, des ressentiments qui vont empoisonner toute la dynamique familiale pendant des années. J'ai vu des frères et sœurs qui ne se parlent plus à cause de ce genre de comparaisons répétées par leurs parents. J'ai vu des familles complètement éclatées parce que la mère disait constamment à l'un que l'autre était mieux. Et le plus ironique, c'est que souvent vous faites ces comparaisons pour motiver celui que vous critiquez. Vous pensez que si vous lui montrez l'exemple de son frère ou de sa sœur, il va s'améliorer, il va venir vous voir plus souvent, il va vous appeler plus régulièrement. Mais l'effet est exactement l'inverse. Il se sent blessé
humilié et il s'éloigne encore plus et maintenant vous avez réussi à aliéner non pas un mais deux de vos enfants, celui que vous avez critiqué qui vous en veut et celui que vous avez complimenté qui se sent mal à l'aise d'être utilisé comme arme contre son frère ou sa sœur. Alors comment faire autrement? Comment exprimer votre frustration légitime quand un de vos enfants ne vous contacte pas assez souvent sans tomber dans le piège de la comparaison? Voici exactement ce que vous devez faire, utiliser ce que j'appelle la communication en jeu, parler de vos sentiments sans accuser ni comparer. Par exemple, au lieu de dire « ton frère, lui, au moins il m'appelle », dites « j'aimerais vraiment avoir plus de nouvelles de toi, j'apprécie tellement quand nous parlons et cela me manque quand plusieurs jours passent sans que nous ayons de contact ». Vous voyez la différence. Dans le premier cas, vous attaquez et vous comparez, vous mettez votre enfant sur la défensive, il va se sentir obligé de se justifier ou de contre-attaquer. Dans le deuxième cas, vous exprimez un besoin et un sentiment, vous vous rendez vulnérable et cette vulnérabilité authentique crée de la connexion au lieu de la distance. Et si votre enfant répond qu'il est très occupé, qu'il a beaucoup de travail, ne tombez pas dans le piège de dire « mais ton frère aussi est occupé et lui, il trouve le temps ». Contentez-vous de dire « je comprends que tu as beaucoup de responsabilités, je me demande si nous pourrions trouver un moment régulier qui fonctionne pour toi, même juste 15 minutes par semaine. Qu'est-ce qui serait possible pour toi ?» Vous voyez comment cette approche est complètement différente, vous reconnaissez sa réalité, vous ne la minimisez pas en la comparant à celle de quelqu'un d'autre. Et vous proposez une solution collaborative au lieu d'imposer une demande. Cette approche fonctionne, je l'ai vu transformer des relations des centaines de fois parce qu'elle respecte l'autonomie de votre enfant adulte tout en exprimant adulte-adulte au lieu de parent-enfant et c'est exactement ce dont vos relations ont besoin à cette étape de votre vie. La deuxième chose que vous ne devez jamais dire, et celle-ci est particulièrement insidieuse parce qu'elle se cache souvent derrière des bonnes intentions, ce sont toutes les phrases qui commencent par « à mon époque » ou « quand j'avais ton âge ». Ces phrases sont toxiques parce qu'elles font plusieurs choses destructrices en même temps. Premièrement, elles invilent complètement l'expérience de votre enfant ou petit-enfant. Elles disent en substance « ton monde n'est pas si difficile, tes problèmes ne sont pas si importants, regarde comme c'était dur pour moi et je m'en suis sorti, donc arrête de plaindre et même si ce n'est pas du tout ce que vous voulez dire, c'est ce qui est entendu. Deuxièmement, ces phrases créent une distance générationnelle artificielle. Elles vous placent dans le camp des vieux qui ne comprennent pas le monde moderne, qui vivent dans le passé, qui ne sont plus pertinents. Et vos enfants vont commencer à vous voir comme déconnectés de leur réalité, comme quelqu'un qui ne peut pas vraiment les comprendre ou les aider parce que vous vivez dans un monde qui n'existe plus. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, ces phrases transforment chaque conversation en compétition de souffrance. Au lieu d'écouter et de valider ce que votre enfant traverse, vous ramenez tout à vous, à votre expérience, à vos difficultés. Et votre enfant ne se sent pas entendu, il se sent en compétition avec vous pour savoir qui a eu la vie la plus dure, et devinez quoi? Personne ne gagne dans ce genre de compétition. Tout le monde se sent frustré et incompris. Je me souviens de Sylvie, une patiente de 62 ans qui est venue me voir parce que sa fille ne lui parlait presque plus. Et en explorant la situation, j'ai découvert que chaque fois que sa fille essayait de lui parler de ses difficultés au travail, de son stress, de son épuisement, Sylvie répondait invariablement « Tu sais, à mon époque, nous n'avions même pas d'ordinateur, nous faisions tout à la main et nous travaillions 10 heures par jour sans nous plaindre. » Et Sylvie pensait qu'elle encourageait sa fille, qu'elle lui montrait qu'elle était forte et qu'elle pouvait surmonter ses difficultés. Mais ce que sa fille entendait, c'était « tes problèmes ne sont rien comparés aux miens, tu es faible de te plaindre, je suis meilleur que toi ». Et évidemment, la fille a arrêté de partager ses difficultés avec sa mère. Pourquoi s'ouvrir à quelqu'un qui minimise systématiquement ce que vous vivez ? Et progressivement, elle a arrêté de partager quoi que ce soit. Les conversations sont devenues superficielles, puis rares, puis inexistantes. Et Sylvie s'est retrouvée complètement coupée de la vie de sa fille sans comprendre pourquoi. Et quand je lui ai expliqué le mécanisme, elle fait prendre conscience de l'impact de ses paroles, elle a été choquée, elle m'a dit « mais je voulais juste l'encourager, je voulais lui montrer qu'elle est forte » et j'ai dû lui expliquer que l'encouragement ne vient pas de la comparaison, de la minimisation.
Alors comment répondre quand votre enfant vous parle de ses difficultés? Voici la technique que j'enseigne et qui fonctionne à merveille. Utilisez ce que j'appelle la validation empathique. Quand votre fille vous dit qu'elle est épuisée par son travail, au lieu de dire à mon époque nous travaillons encore plus dur, dites-lui, je vois que tu es vraiment fatigué, ça doit être difficile de gérer toutes ces responsabilités. Comment puis-je te soutenir? Est-ce que tu as besoin que je garde les enfants ce week-end pour que tu puisses te reposer? Ou est-ce que tu veux juste que je t'écoute, vous? Voyez la différence. Dans le premier cas, vous minimisez et vous comparez. Dans le deuxième cas, vous validez ce qu'elle ressent et vous offrez un soutien concret. Et cette approche crée de la connexion. Elle fait en sorte que votre fille va avoir envie de revenir vers vous la prochaine fois qu'elle a un problème parce qu'elle sait que vous allez l'écouter vraiment, que vous allez la soutenir au lieu de la juger ou de minimiser son expérience. Et si vous avez vraiment une expérience pertinente à partager, si vous pensez que votre histoire pourrait l'aider, attendez d'abord d'avoir complètement validé ses sentiments, puis demandez la permission, dites quelque chose comme j'ai vécu quelque chose de similaire dans ma carrière, est-ce que tu veux que je te raconte comment j'ai géré la situation, ou est-ce que tu préfères juste que je t'écoute et laisser-la choisir, respecter son choix? Si elle dit qu'elle veut juste être écoutée, résistez à la tentation de donner des conseils, contentez-vous d'être présente, et cette présence, sans jugement ni conseil, est souvent exactement ce dont elle a besoin. La troisième chose que vous ne devez jamais dire, et celle-ci est particulièrement difficile parce qu'elle vient d'un lieu de douleur réel, ce sont toutes les phrases qui expriment de la culpabilité ou du reproche concernant le temps que vos enfants passent avec vous, des phrases comme tu ne viens jamais me voir, ou ça fait des semaines que tu ne m'as pas appelé, ou j'imagine que tu es trop occupé pour ta vieille mère, ou le classique je vais bientôt mourir et tu regretteras de ne pas avoir passé plus de temps avec moi. Ces phrases sont incroyablement destructrices parce qu'elles utilisent la culpabilité comme outil de manipulation, et la culpabilité peut être l'émotion la plus toxique dans les relations humaines. Elle ne crée jamais de connexion authentique, elle crée seulement du ressentiment et de l'évitement quand vous faites culpabiliser votre enfant pour qu'il vienne vous voir. Même s'il vient effectivement, il ne vient pas par amour ou par désir de passer du temps avec vous, il vient par obligation, par devoir, pour faire taire cette voix culpabilisante dans sa tête, et vous pouvez peut-être obtenir sa présence physique, mais vous n'aurez jamais sa présence émotionnelle. Il sera là dans votre salon, mais son esprit sera ailleurs, il regardera sa montre, il cherchera des excuses pour partir plus tôt, et vous le sentirez, vous sentirez qu'il n'est pas vraiment là, et cela va vous faire encore plus mal, et vous allez probablement faire encore plus de commentaires culpabilisants, et vous allez créer un cercle vicieux terrible qui va détruire complètement votre relation. De plus, ces phrases de culpabilisation révèlent quelque chose de très problématique dans votre positionnement psychologique. Elles montrent que vous vous percevez comme une victime, comme quelqu'un qui subit passivement le manque d'attention de ses enfants. Et cette position de victime est non seulement désagréable pour les autres, mais elle est aussi profondément désempowerante pour vous-même. Elle vous enlève tout votre pouvoir, elle fait de vous quelqu'un de pathétique qui mendie l'attention au lieu de quelqu'un de puissant qui crée des relations riches. Et croyez-moi, personne n'a envie de passer du temps avec quelqu'un qui se positionne en victime. C'est épuisant, c'est drainant, c'est déprimant. Et vos enfants qui ont déjà leur propre stress et leurs propres problèmes vont naturellement éviter cette source de négativité supplémentaire. Et je sais que c'est dur à entendre. Je sais que vous vous dites, mais j'ai le droit d'exprimer ma douleur, j'ai le droit de dire que je me sens seul, et vous avez raison, vous avez absolument le droit d'avoir ces sentiments. Mais il y a une énorme différence entre exprimer authentiquement un sentiment et utiliser ce sentiment pour manipuler quelqu'un, entre dire je me sens seul parfois et dire tu ne viens jamais me voir et je vais bientôt mourir. La première phrase est une expression vulnérable et authentique, la deuxième est une manipulation par la culpabilité. Et vos enfants adultes peuvent faire la différence, même s'ils ne le formulent pas consciemment. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Monique, 65 ans, qui utilisait constamment la culpabilité avec ses 3 enfants. Elle leur disait régulièrement des choses comme « vous m'avez mise dans cette maison de retraite et maintenant vous m'oubliez » ou « je suis toute seule ici pendant que vous profitez de votre belle vie » ou « quand je serai morte, vous vous sentirez coupable de ne pas être venu me voir ». Et au début, ses enfants
enfant réagissait à cette culpabilité, il venait la voir, il l'appelait, mais chaque visite était tendue. Chaque conversation était difficile parce que Monique passait tout son temps à se plaindre, à les accuser, à leur faire des reproches. Et progressivement, ses enfants ont commencé à espacer les visites, d'abord une fois par semaine, puis une fois toutes les 2 semaines, puis une fois par mois. Et Monique a intensifié la culpabilisation, pensant que cela les ramènerait. Mais l'effet a été exactement inverse. Ils ont commencé à redouter ces appels, à éviter ces messages. Et finalement, ils ont établi un roulement minimal. Chacun la voyait une fois par mois par pur devoir. Et ces visites duraient rarement plus d'1 heure. Et Monique était de plus. En plus malheureuse, de plus en plus amère, de plus en plus seule. Et quand elle est venue me voir, elle était au bord de la dépression. Elle ne comprenait pas pourquoi ses enfants l'avaient abandonnée après tout ce qu'elle avait fait pour eux. Et il m'a fallu plusieurs mois de thérapie pour lui faire comprendre qu'elle avait créé elle-même cette situation avec sa communication toxique basée sur la culpabilité. Alors comment exprimer votre besoin légitime de contact et de connexion sans tomber dans la culpabilisation? Voici la méthode que je recommande et qui transforme complètement la dynamique. Au lieu de dire « tu ne m'appelles jamais », essayez quelque chose comme j'adore quand nous parlons au téléphone mania. Ça illumine vraiment ma journée. Je me demandais si nous pourrions peut-être établir un moment régulier pour nos appels. Qu'est-ce qui fonctionnerait pour toi? Vous voyez comment cette formulation est complètement différente. Vous exprimez ce que vous appréciez au lieu de ce qui manque. Vous faites une demande claire et spécifique au lieu d'un reproche vague et vous invitez à une solution collaborative au lieu d'imposer une exigence. Et cette approche fonctionne parce qu'elle respecte l'autonomie de votre enfant adulte. Elle reconnaît qu'il a sa propre vie avec ses propres contraintes. Et elle crée un espace pour qu'il puisse dire oui de son propre chef au lieu de céder à la culpabilité. Et quand il dit oui dans ces conditions, quand il choisit librement de vous appeler ou de venir vous voir, la qualité de l'interaction est complètement différente. Il est présent, il est engagé, il veut vraiment être là. Et c'est exactement ce que vous voulez, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas juste un corps qui s'assoit dans votre salon par obligation. Vous voulez une vraie connexion, une vraie présence. Et cela ne peut venir que du choix libre et non de la culpabilité. La 4e chose à ne jamais dire, et celle-ci est extrêmement courante, surtout chez les mères qui ont consacré leur vie à leur famille, ce sont toutes les phrases qui rappellent constamment vos sacrifices passés, des phrases comme « j'ai tout abandonné pour vous élever », ou j'ai sacrifié ma carrière pour être là pour toi, ou après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me traites, ou je t'ai donné les meilleures années de ma vie. Ces phrases sont profondément problématiques pour plusieurs raisons psychologiques importantes. Premièrement, elles créent ce que les psychologues appellent une dette émotionnelle impossible à rembourser. Vous mettez vos enfants dans une position où ils vous doivent quelque chose qu'ils ne peuvent jamais vraiment payer, parce que combien de visites, combien d'appels téléphoniques, combien d'attention équivaut à 20 ou 30 ans de votre vie. C'est une équation impossible et cette dette crée un poids écrasant qui va soit générer de la culpabilité paralysante, soit de la colère et du ressentiment. Deuxièmement, ces phrases transforment rétroactivement votre amour maternel en transaction commerciale. Elles disent en substance « je ne t'ai pas aimé gratuitement, je t'ai pas donné mon temps et mon attention par pur amour, je l'ai fait en attendant quelque chose en retour et maintenant je viens collecter ma dette » et cela détruit la beauté de ce qui aurait dû être un don inconditionnel. Cela corrompt tous les beaux souvenirs d'enfance, parce que maintenant votre enfant se demande si tout cet amour était conditionnel, s'il était accompagné d'une facture qui allait arriver plus tard. Troisièmement, et c'est crucial, ces phrases ignorent complètement le fait que vos enfants n'ont jamais demandé à naître, ils n'ont pas choisi de venir au monde, c'était votre décision à vous et éventuellement à leur père. Et oui, vous avez fait des sacrifices pour les élever, et oui, c'était difficile. Et oui, vous méritiez de la reconnaissance, mais ces sacrifices étaient votre responsabilité en tant que parent. Ce n'était pas un investissement dont vous pouvez maintenant exiger un retour. Et quand vous utilisez ces phrases, vous inversez complètement la relation parent-enfant, vous transformez vos enfants en parents et vous-même en enfants qui demandent de l'attention et de la gratitude. Et cette inversion est profondément perturbante psychologiquement. Elle crée un malaise que vos enfants vont ressentir même s'ils ne peuvent pas l'articuler clairement.
Et ce malaise va les pousser à s'éloigner parce que personne ne veut être dans une relation où on leur rappelle constamment qu'ils sont redevables, où chaque interaction est teintée de cette dette impayée qui plane au-dessus de leur tête comme une épée de Damoclès. J'ai travaillé avec Isabelle, une femme de 64 ans qui avait effectivement fait d'énormes sacrifices pour ses enfants. Elle avait quitté un poste prometteur dans une grande entreprise pour s'occuper d'eux à plein temps. Elle avait renoncé à ses ambitions professionnelle. Elle avait mis sa vie en pause pendant 15 ans et maintenant ses enfants étaient adultes et menaient leur propre vie et Isabelle se sentait terriblement amère. Elle avait l'impression d'avoir tout donné et de ne rien recevoir en retour et elle le disait constamment à ses enfants. Elle leur rappelait sacrifice à chaque occasion et au lieu de créer de la gratitude comme elle l'espérait, elle créait de la culpabilité et du ressentiment. Son fils aîné m'a dit un jour lors d'une séance de thérapie familiale: je n'ai jamais demandé à ma mère de sacrifier sa carrière, c'était son choix. Et maintenant, elle me fait porter le poids de ce choix comme si c'était ma faute, comme si je lui devais ma vie entière en échange. Et je ne peux pas vivre comme ça, c'est trop lourd. Et il avait raison, Isabelle avait transformé son amour maternel en fardeau et ses enfants fuyaient ce fardeau. Et le plus tragique, c'est qu'Isabelle méritait vraiment de la reconnaissance. Elle avait fait des choix difficiles par amour, mais la manière dont elle réclamait cette reconnaissance détruisait exactement ce qu'elle cherchait à obtenir. Alors comment parler de votre parcours, de vos choix, de ce que vous avez vécu sans tomber dans le piège de la dette émotionnelle? Voici une approche complètement différente qui honore votre expérience tout en respectant l'autonomie de vos enfants. Au lieu de dire « j'ai sacrifié ma carrière pour toi », vous pourriez dire « j'ai fait le choix de quitter mon travail quand tu étais petit parce que c'était important pour moi d'être présente. Et même si parfois je me demande ce que ma vie professionnelle aurait pu être, je ne regrette pas ce choix parce que j'ai eu le privilège de te voir grandir, vous. » Voyez la différence subtile mais cruciale. Dans la première formulation, vous créez une dette. Vous dites implicitement que votre enfant vous doit quelque chose. Dans la deuxième formulation, vous assumez votre choix, vous reconnaissez qu'il avait des coûts mais aussi des bénéfices et vous ne demandez rien en retour. Vous partagez simplement votre expérience et cette vulnérabilité authentique sans manipulation crée de la connexion au lieu de la culpabilité. Elle permet à votre enfant de ressentir naturellement de la gratitude au lieu de se sentir obligé de la performer. Et la gratitude authentique et qui vient du cœur est tellement plus belle et plus nourrissante que la gratitude forcée qui vient de la culpabilité. La cinquième chose à ne jamais dire, et celle-ci est particulièrement insidieuse dans notre époque moderne, ce sont toutes les phrases qui critiquent les choix de vie de vos enfants ou petits-enfants, surtout concernant l'éducation des enfants, le travail, les relations. Des phrases comme tu ne devrais pas laisser tes enfants manger autant de sucre, ou tu travailles trop, tu devrais passer plus de temps en famille, ou je ne comprends pas pourquoi tu restes avec ce mari qui ne t'aide pas assez, ou à ta place je ferais différemment. Ces critiques, même quand elles sont formulées comme des conseils bienveillants, sont destructrices parce qu'elles communiquent un message fondamental. Tu ne sais pas ce que tu fais, je sais mieux que toi, tu as besoin de moi pour te dire comment vivre ta vie. Et ce message est profondément infantilisant pour un adulte de 40 ou 50 ans. Il nie complètement son autonomie, son expérience, sa capacité à prendre ses propres décisions. Et personne n'aime être infantilisé, personne n'aime qu'on lui dise qu'il ne sait pas gérer sa propre vie. Et la réaction naturelle est soit la défense, soit l'évitement, soit votre enfant va se disputer avec vous et vous expliquer pourquoi vous avez tort, ce qui va créer du conflit, soit il va simplement arrêter de vous parler de sa vie pour éviter vos critiques et vous allez vous retrouver complètement exclu de son quotidien. De plus, ces critiques ignorent un fait fondamental. Le monde dans lequel vos enfants élèvent leurs propres enfants est radicalement différent du monde dans lequel vous avez élevé les vôtres. Les défis sont différents, les ressources sont différentes. Ce qui fonctionnait il y a 30 ans ne fonctionne pas nécessairement aujourd'hui. Et inversement, certaines choses que vos enfants font et qui vous semblent étranges ou mauvaises sont en fait basées sur des recherches scientifiques récentes en psychologie du développement ou en pédagogie, par exemple. Beaucoup de grands-mères critiquent le fait que leurs petits-enfants dorment dans la chambre des parents ou sont portés constamment parce qu'à leur époque, on leur disait que cela allait rendre les enfants trop dépendants. Mais les recherches modernes montrent exactement l'inverse, que la proximité physique et la réponse rapide aux besoins des bébés créent en fait une sécurité d'attachement qui permet aux enfants de devenir plus indépendants et confiants plus tard. Alors quand vous critiquez cette pratique basée sur votre expérience d'il y a 30 ans, vous êtes en fait en train de donner des conseils obsolètes
qui vont à l'encontre de ce que la science moderne recommande, et vos enfants le savent, et cela érode votre crédibilité. J'ai suivi Martine, 67 ans, qui avait une relation très tendue avec sa belle-fille, et en explorant la situation, j'ai découvert que Martine critiquait constamment les choix parentaux de sa belle-fille. Elle commentait la nourriture qu'elle donnait aux enfants, les horaires de coucher, la quantité de temps d'écran, la manière dont elle gérait les crises de colère, et elle pensait qu'elle aidait, qu'elle partageait sa sagesse de mère expérimentée, mais sa belle-fille se sentait constamment jugée, constamment critiquée, constamment inadéquate, et elle a commencé à l'imiter drastiquement. Les contacts entre Martine et les petits-enfants, elle trouvait des excuses pour ne pas venir au repas de famille. Elle ne laissait plus Martine garder les enfants seuls, et Martine était dévastée. Elle ne comprenait pas pourquoi elle était exclue de la vie de ses petits-enfants. Et quand je lui ai expliqué que ces critiques constantes étaient le problème, elle était incrédule. Elle m'a dit « mais je dis juste la vérité, je vois bien que ma belle-fille fait des erreurs », et j'ai dû lui expliquer que même si elle avait raison sur certains points, même si effectivement sa belle-fille faisait des choix qu'elle n'aurait pas fait, le fait de critiquer constamment était en train de détruire la relation et de la priver de l'accès à ses petits-enfants, et qu'elle devait choisir est-ce qu'elle voulait avoir raison ou est-ce qu'elle voulait avoir une relation. Alors comment réagir quand vous voyez vraiment vos enfants ou petits-enfants faire quelque chose que vous pensez être une erreur? Comment naviguer cette tension entre votre désir de protéger et la nécessité de respecter leur autonomie? Voici la stratégie que je recommande et qui préserve la relation tout en vous permettant d'exprimer vos préoccupations légitimes. D'abord, demandez-vous si c'est vraiment une question de sécurité ou juste une différence de style. Si c'est une question de sécurité réelle, par exemple, vous voyez que le siège auto n'est pas correctement installé, alors vous avez droit et même le devoir de dire quelque chose, mais formulez-le comme une préoccupation et non comme une critique. Dites « j'ai remarqué que le siège auto semble un peu lâche, est-ce que tu veux que nous vérifions ensemble les instructions pour être sûr qu'il est bien installé ?» Je m'inquiète juste pour la sécurité de mon petit-fils. Cette formulation exprime votre préoccupation sans accuser. Elle offre de l'aide au lieu de critiquer. Elle explique votre motivation qui est l'amour et non le jugement. Mais si ce n'est pas une question de sécurité, si c'est juste que vous feriez différemment, alors vous devez apprendre à vous taire, vous devez accepter que vos enfants ont le droit de faire leurs propres choix et leurs propres erreurs, et que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, et que vous aussi vous avez fait des erreurs quand vous éleviez vos enfants, même si vous ne voulez pas l'admettre. Et vos enfants s'en sont sortis, n'est-ce pas? Alors faites confiance à vos petits-enfants pour s'en sortir aussi, même si leurs parents font les choses différemment de vous. Et si vraiment vous avez une information ou une expérience que vous pensez pourrait être utile, demandez d'abord la permission de la partager. Dites quelque chose, comme j'ai lu quelque chose d'intéressant sur l'alimentation des enfants. Est-ce que tu veux que je te le partage ou est-ce que tu as déjà tes propres sources d'informations? Et si votre enfant dit non, merci, j'ai mes propres sources, respectez ce choix, ne vous vexez pas, ne le prenez pas personnellement. Comprenez que ce n'est pas un rejet de vous, mais simplement une affirmation de son autonomie et cette capacité à respecter les limites, même quand c'est difficile, est exactement ce qui va construire une relation de confiance et de respect mutuel. Et paradoxalement, quand vous arrêtez de donner des conseils non sollicités, quand vous montrez que vous respectez les choix de vos enfants, ils vont souvent commencer à vous demander votre avis. Ils vont venir vers vous avec leurs questions parce qu'ils savent que vous ne les jugerez pas, que vous ne profiterez pas de leur vulnérabilité pour les critiquer. Et c'est exactement la position que vous voulez avoir. Vous voulez être la personne vers qui ils se tournent quand ils disent besoin de sagesse et non la personne qu'ils évitent pour ne pas être critiqués. La sixième chose à ne jamais dire, et celle-ci est particulièrement importante dans le contexte actuel où les rôles de genre évoluent rapidement, ce sont toutes les phrases qui imposent des attentes traditionnelles de genre, surtout à vos filles et belles-filles. Des phrases comme « quand est-ce que tu vas me donner des petits-enfants » ou « tu ne devrais pas travailler autant maintenant que tu as des enfants » ou « ton mari ne t'aide pas assez à la maison » ou « une femme doit savoir cuisiner ». Ces phrases sont problématiques à plusieurs niveaux.
Premièrement, elles réduisent vos filles à leur rôle reproductif et domestique. Elles ignorent complètement leurs ambitions professionnelles, leurs passions, leurs identités en dehors de la maternité et du mariage. Et cette réduction est profondément blessante, surtout pour les femmes de la génération actuelle qui ont grandi avec le message qu'elles pouvaient être tout ce qu'elles voulaient être. Deuxièmement, ces phrases perpétuent des normes de genre restrictives qui ont causé tellement de souffrance à votre propre génération. Vous vous souvenez combien c'était difficile d'être jugé constamment sur votre apparence, votre capacité à tenir une maison, votre dévouement à votre famille au détriment de tout le reste. Pourquoi voudriez-vous imposer ces mêmes contraintes à vos filles? Pourquoi ne pas célébrer le fait qu'elles ont plus de choix et de liberté que vous n'en aviez? Troisièmement, ces phrases créent une pression énorme, surtout concernant les questions de fertilité et de maternité. Vous devez comprendre que beaucoup de femmes aujourd'hui luttent avec l'infertilité ou choisissent consciemment de ne pas avoir d'enfants, ou ont des parcours de vie qui ne correspondent pas au schéma traditionnel. Et quand vous vous demandez constamment quand est-ce que tu vas me donner des petits-enfants, vous ne savez pas quelle douleur vous pourriez réveiller. Peut-être que votre fille essaie de tomber enceinte depuis 3 ans et subit des traitements de fertilité épuisants et coûteux. Peut-être qu'elle a fait plusieurs fausses couches dont elle ne vous a pas parlé. Peut-être qu'elle a décidé qu'elle ne veut pas d'enfant et qu'elle redoute votre jugement. Dans tous ces cas, votre question apparemment innocente est en fait une blessure supplémentaire. Et elle va créer de la distance entre vous parce que votre fille va éviter les situations où vous pourriez poser cette question. Elle va limiter les contacts pour se protéger de cette pression constante. J'ai accompagné Sophie, 61 ans, dont la fille de 38 ans avait complètement coupé les ponts avec elle. Et en explorant la situation avec beaucoup de délicatesse, j'ai découvert que Sophie demandait constamment à sa fille, quand elle allait avoir des petits-enfants, elle faisait des commentaires sur son horloge biologique. Elle suggérait que sa fille était égoïste de se concentrer sur sa carrière au lieu de fonder une famille. Et ce que Sophie ne savait pas, c'est que sa fille avait subi 4 fausses couches sur une période de 5 ans, qu'elle était en deuil profond, qu'elle se sentait brisée et inadéquate et que chaque commentaire de sa mère était comme du sel sur une plaie ouverte. Et finalement, la fille a décidé qu'elle ne pouvait plus supporter cette douleur supplémentaire et elle a coupé le contact. Et quand Sophie a finalement découvert la vérité à travers une tante, elle était absolument dévastée. Elle ne pouvait pas croire qu'elle avait causé autant de douleur à sa fille sans le savoir. Et elle m'a dit avec des larmes dans les yeux, si seulement elle m'avait dit j'aurais arrêté, j'aurais été là pour elle, et j'ai dû lui expliquer que sa fille ne lui avait rien dit précisément parce que elle savait que Sophie la jugeait, qu'elle la pressait, qu'elle ne créait pas un espace sûr pour partager cette douleur profonde. Alors, comment parler avec vos filles de leur vie sans imposer vos attentes ou vos valeurs traditionnelles? Voici l'approche que je recommande. Au lieu de demander quand est-ce que tu vas avoir des enfants, demander comment vas-tu, qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment, quels sont tes projets et tes rêves. Montrer un intérêt authentique pour sa vie telle qu'elle est et non pour la vie que vous voudriez qu'elle ait. Et si elle choisit de vous parler de son désir ou non-désir d'enfant, écoutez sans juger, sans presser, sans donner de conseils, non sollicitée, et contentez-vous d'être présente et soutenante. Et si elle vous dit qu'elle ne veut pas d'enfant, respectez ce choix, même s'il vous déçoit. Dites quelque chose comme je respecte ta décision, tu sais mieux que quiconque ce qui est bon pour ta vie et je t'aime et je suis fier de toi, peu importe les choix que tu fais. Et si vous ressentez de la déception, c'est normal, c'est humain. Mais cette déception est votre responsabilité émotionnelle, pas celle de votre fille. Trouvez un thérapeute ou des amis avec qui traiter cette déception au lieu de la déverser sur votre fille. Parce que vos attentes concernant des petits-enfants ne doivent pas devenir un fardeau que votre fille doit porter. La 7e chose à ne jamais dire, et celle-ci concerne spécifiquement la manière dont vous parlez de votre santé et de votre vieillissement, ce sont toutes les phrases qui dramatisent excessivement vos problèmes de santé ou qui utilisent votre santé comme moyen d'obtenir de l'attention. Des phrases comme je vais bientôt mourir de toute façon, ou avec tous mes problèmes de santé, je ne serai plus là longtemps, ou si j'ai une crise cardiaque, ce sera de ta faute parce que tu me stresses tellement, ou je suis tellement malade, mais personne ne s'en soucie. Ces phrases sont toxiques parce qu'elles
utilise votre santé comme outil de manipulation émotionnelle, elle crée de la peur et de la culpabilité chez vos enfants. Et même si cela peut fonctionner à court terme pour obtenir de l'attention, à long terme, cela détruit complètement la confiance et l'authenticité dans la relation. Parce que vos enfants ne sauront plus quand vous êtes vraiment malade et quand vous dramatisez pour obtenir de l'attention. Et cette incertitude va créer soit de l'anxiété constante, soit du cynisme et de la distance. De plus, ces phrases révèlent une relation très problématique avec votre propre vieillissement et votre propre mortalité. Elles montrent que vous utilisez la peur de la mort comme moyen de contrôle et c'est profondément malsain psychologiquement, parce que la mort est une réalité que nous devons tous affronter avec dignité et acceptation, et non comme une arme à utiliser contre nos proches. Et quand vous dites des choses comme « je vais bientôt mourir », de toute façon, vous communiquez également une forme de désespoir et de résignation qui est très difficile à supporter pour vos enfants. Ils ne savent pas quoi faire avec cette information. Ils ne peuvent pas vous sauver de la mort. Personne ne le peut. Alors ils se sentent impuissants et coupables. Et ces sentiments sont extrêmement inconfortables. Et la réaction naturelle est de s'éloigner de la source de cet inconfort. J'ai travaillé avec Geneviève, 69 ans, qui utilisait constamment ses problèmes de santé pour manipuler ses enfants. Chaque fois qu'ils ne pouvaient pas venir la voir, elle disait des choses comme « tant pis, je vais mourir seule » ou « avec mon cœur fragile, je pourrais avoir une crise à tout moment et vous ne serez même pas là ». Et au début, ses enfants réagissaient avec panique, ils accouraient, ils annulaient leurs plans. Mais après plusieurs années de ce pattern, ils ont commencé à réaliser que leur mère criait au loup, qu'elle utilisait sa santé comme moyen de contrôle et ils ont développé une forme de cynisme protecteur et ils ne prenaient plus ces dramatisations au sérieux. Et le problème, c'est que quand Geneviève a vraiment eu un problème cardiaque sérieux, quand elle a vraiment eu besoin d'eux, ils n'ont pas réagi assez rapidement parce qu'ils pensaient que c'était encore une manipulation. Et Geneviève s'est retrouvée seule à l'hôpital pendant 2 jours avant que ses enfants ne réalisent la gravité de la situation. Et cette expérience a créé encore plus de ressentiment et de culpabilité de tous les côtés. Geneviève leur en voulait de ne pas avoir été là et ses enfants se sentaient terriblement coupables, mais aussi en colère parce qu'ils sentaient que leur mère avait créé cette situation avec ces années de manipulation. Alors, comment parler de votre santé de manière authentique et appropriée sans tomber dans la dramatisation ou la manipulation? Voici l'approche que je recommande. Soyez factuel et honnête sur votre état de santé, sans exagérer ni minimiser. Si vous avez un problème de santé réel, partagez l'information clairement. Dites « j'ai vu mon médecin et il m'a diagnostiqué telle condition, voici ce que cela signifie et voici le plan de traitement et si vous avez besoin d'aide spécifique, demandez-la clairement, dites j'ai besoin que quelqu'un m'accompagne à mes rendez-vous médicaux le mardi, est-ce que l'un de vous pourrait m'aider avec ça ?» Cette approche directe et factuelle permet à vos enfants de comprendre vraiment la situation et de répondre de manière appropriée. Elle ne crée pas de panique inutile ni de dramatisation et elle respecte leur intelligence et leur capacité à gérer l'information. Et surtout, ne jamais utiliser votre santé ou votre mortalité comme arme dans un conflit, ne jamais dire des choses comme « tu vas me tuer avec ton comportement » ou « si je meurs, ce sera de ta faute ». Ces phrases sont cruelles et manipulatrices et elles créent des traumatismes émotionnels qui peuvent durer toute une vie. Imaginez porter le poids de penser que vous avez tué votre mère, même si rationnellement vous savez que ce n'est pas vrai. Émotionnellement, ce genre de phrase peut créer des cicatrices profondes. Alors si vous êtes en colère ou frustré avec vos enfants, trouvez d'autres moyens de l'exprimer, utilisez les techniques de communication non violente que nous avons discutées, mais ne transformez jamais votre corps et votre santé en champ de bataille. La 8e chose à ne jamais dire, et celle-ci est particulièrement délicate parce qu'elle touche aux dynamiques de pouvoir et d'argent dans la famille, ce sont toutes les phrases qui utilisent l'argent ou l'héritage comme moyen de contrôle ou de manipulation. Des phrases comme « si tu ne fais pas ce que je veux, je te déshérite » ou « n'oublie pas que c'est moi qui paye pour telle ou telle chose » ou « après ma mort, tu verras ce que je t'ai laissé dans mon testament » ou « ton frère aura plus que toi parce qu'il s'occupe mieux de moi pour cher ». Ces phrases sont extrêmement destructrices parce qu'elles transforment l'amour familial en transaction financière. Elles disent clairement que votre affection et votre soutien ont un prix, qu'ils peuvent être achetés ou retirés en fonction du comportement de vos enfants. Et cette dynamique corrompt complètement la relation.
Elle rend impossible toute connexion authentique parce que vos enfants ne sauront jamais s'ils sont aimés pour qui ils sont ou pour ce qu'ils font pour vous, s'ils vous rendent visite par amour ou par intérêt financier. De plus, ces phrases créent ou intensifient les rivalités entre frères et sœurs. Elles les mettent en compétition pour votre argent et votre approbation. Et cette compétition peut détruire des relations fraternelles qui auraient pu être des sources de soutien et de joie tout au long de leur vie. J'ai vu des familles complètement déchirées après le décès de la mère parce qu'elle avait passé des années à jouer ses enfants les uns contre les autres avec des promesses et des menaces concernant l'héritage. Et au lieu de se soutenir mutuellement dans leur deuil, les enfants se battaient devant les tribunaux, se haïssaient, ne se parlaient plus. Et tout cela parce que leur mère avait utilisé l'argent comme moyen de contrôle au lieu de simplement aimer ses enfants de manière égale et inconditionnelle. Et il y a aussi une dimension profondément triste dans ces phrases. Elles révèlent une croyance fondamentale que vous n'êtes pas assez aimable en vous-même, que vos enfants ne voudraient pas passer du temps avec vous ou prendre soin de vous sans l'appât de l'héritage. Et c'est une croyance terriblement douloureuse à porter, elle est presque toujours fausse. Vos enfants vous aiment pour qui vous êtes, pas pour votre argent, mais si vous commencez à utiliser l'argent comme moyen de contrôle, vous allez créer exactement la dynamique que vous craignez. Vous allez transformer la relation en transaction et vous ne saurez plus jamais si leur amour est authentique. J'ai suivi Marguerite, 66 ans, qui avait une fortune considérable et qui l'utilisait constamment pour manipuler ses 3 enfants. Elle leur promettait des sommes importantes s'ils faisaient ce qu'elle voulait. Elle menaçait de les déshériter s'ils la contrariaient. Elle modifiait son testament plusieurs fois par an en fonction de qui était dans ses bonnes grâces et ses enfants vivaient dans une anxiété constante, ils marchaient sur des œufs autour d'elle, ils ne savaient jamais s'ils allaient hériter ou être déshérités et cette incertitude créait une tension terrible dans toutes leurs interactions et le plus triste c'est que Marguerite se plaignait constamment que ses enfants ne l'aimaient pas vraiment, qu'ils ne venaient la voir que pour son argent et elle avait raison dans un sens mais elle ne voyait pas qu'elle avait créé cette dynamique elle-même. En utilisant l'argent comme outil de contrôle, elle avait transformé la relation en transaction et maintenant elle récoltait les conséquences amères de ses propres actions. Alors comment gérer les questions d'argent et d'héritage de manière saine qui préserve les relations familiales? Voici mes recommandations basées sur des décennies de travail avec des familles en conflit autour de ces questions financières, des questions affectives. Ne mélangez jamais les deux. Si vous voulez aider financièrement vos enfants, faites-le parce que vous en avez les moyens et que cela vous fait plaisir, pas pour acheter leur affection, leur obéissance. Et soyez clair sur le fait que c'est un don sans condition attachée. Dites explicitement, je te donne cet argent parce que je t'aime et que je veux t'aider, il n'y a aucune attente de retour, tu ne me dois rien et si vous ne pouvez pas donner sans attente, alors ne donnez pas, c'est aussi simple que ça. Deuxièmement, concernant l'héritage, soyez aussi transparente et équitable que possible. Dans la grande majorité des cas, le plus simple et le plus sain est de diviser votre héritage également entre vos enfants. Cela évite les ressentiments et les conflits. Et si vous avez des raisons spécifiques de vouloir donner plus à un enfant qu'à un autre, par exemple parce que l'un a des besoins spéciaux ou parce que l'un s'est occupé de vous pendant des années, alors expliquez clairement vos raisons à tous vos enfants de votre vivant. Ne laissez pas cela comme une surprise après votre mort. Ayez une conversation honnête et ouverte où vous expliquez votre raisonnement et où vous donnez à tous vos enfants l'opportunité de comprendre et d'accepter vos décisions. Et surtout, ne changez jamais votre testament comme punition ou récompense en fonction du comportement de vos enfants. Votre testament devrait refléter vos valeurs profondes et votre amour pour vos enfants, pas votre humeur du moment ou vos frustrations passagères. La 9e chose à ne jamais dire, et celle-ci touche à quelque chose de très profond dans la psychologie humaine, ce sont toutes les phrases qui nient ou minimisent les émotions et les expériences de vos enfants. Des phrases comme « tu es trop sensible » ou « ce n'était pas si grave » ou « tu exagères toujours » ou arrête de te plaindre, ou d'autres ont eu pire que toi. Ces phrases sont ce que les psychologues appellent de l'invalidation émotionnelle et c'est l'une des formes les plus destructrices de communication parce qu'elle nie fondamentalement la réalité subjective de l'autre personne, elle.
Dit en substance, ce que tu ressens n'est pas réel, ce que tu as vécu n'est pas important, tu n'as pas le droit de te sentir comme tu te sens, et cette invalidation crée une blessure psychologique profonde, elle fait douter la personne de sa propre perception, de sa propre réalité, et au fil du temps, elle peut conduire à des problèmes d'estime de soi, d'anxiété, de dépression, parce que si on vous dit constamment que vos sentiments ne sont pas valides, vous commencez à ne plus faire confiance à vos propres émotions, vous commencez à penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Et il y a une dimension particulièrement problématique quand cette invalidation vient d'un parent, parce que les parents sont censés être les premières personnes qui valident nos expériences, qui nous apprennent que nos sentiments sont normaux et acceptables, qui nous donnent la permission de ressentir toute la gamme des émotions humaines. Et quand un parent invalide systématiquement les émotions de son enfant, même adulte, il crée un vide là où devrait se trouver cette validation ailleurs, dans des relations parfois malsaines, dans des comportements compensatoires où il va simplement se fermer émotionnellement et arrêter de partager quoi que ce soit avec le parent invalidant. J'ai accompagné Denise, 63 ans, qui ne comprenait pas pourquoi sa fille de 40 ans refusait de lui parler de sa vie, pourquoi leur conversation restait superficielle, pourquoi sa fille ne lui confiait jamais rien d'important. Et en explorant leur histoire, j'ai découvert un pattern d'invalidation qui durait depuis l'enfance. Chaque fois que la fille exprimait une émotion difficile, de la tristesse, de la peur, de la colère, Denise répondait avec des phrases comme « ce n'est rien, tu vas t'en remettre » ou d'autres enfants ont des vrais problèmes. Ou arrête de pleurer pour des bêtises, et Denise pensait qu'elle aidait sa fille à être forte, à ne pas s'apitoyer sur elle-même, mais ce qu'elle faisait en réalité, c'était lui apprendre que ses émotions n'étaient pas acceptables, que pour être aimée, elle devait cacher ce qu'elle ressentait vraiment. Et maintenant, à 40 ans, la fille avait complètement fermé ce canal de communication avec sa mère. Elle ne lui montrait qu'une façade polie et superficielle parce qu'elle avait appris depuis longtemps que partager ses vraies émotions avec sa mère ne menait qu'à l'invalidation et à la douleur. Alors comment répondre quand vos enfants partagent des émotions ou des expériences difficiles? Comment être soutenante sans tomber dans l'invalidation émotionnelle que j'enseigne et qui transforme les relations quand votre enfant vous dit qu'il se sent triste, anxieux, en colère, frustré, peu importe l'émotion, votre première réponse devrait toujours être de valider cette émotion, de reconnaître qu'elle est réelle et légitime. Dites quelque chose comme « je vois que tu te sens vraiment triste en ce moment, c'est difficile ce que tu traverses ». Ça a l'air vraiment frustrant, je comprends pourquoi tu te sens comme ça. Cette simple validation fait des merveilles. Elle dit à votre enfant, je te crois, ce que tu ressens est réel, tu as le droit de ressentir ça. Et cette validation crée un espace de sécurité où votre enfant peut explorer ses émotions sans jugement et résister absolument à la tentation de minimiser ou de résoudre immédiatement le problème. Ne sautez pas directement à, mais tu devrais faire ceci ou cela ou ce n'est pas si grave, parce que contentez-vous d'abord de valider l'émotion, de rester présente avec elle, et seulement après, si votre enfant le demande, vous pouvez offrir des perspectives ou des solutions, mais la validation doit toujours venir en premier. Et parfois, la validation seule est tout ce dont votre enfant a besoin. Il n'a pas besoin que vous résolviez son problème, il a juste besoin de se sentir entendu et compris. Et cette capacité à offrir une présence validante, sans jugement ni solution, est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez faire à vos enfants. La 10e et dernière chose à ne jamais dire, et celle-ci est peut-être la plus subtile mais aussi la plus importante, ce sont toutes les phrases qui refusent de reconnaître vos propres erreurs ou qui nient les blessures que vous avez pu causer dans le passé. Des phrases comme « j'ai fait de mon mieux » ou « je ne me souviens pas de ça » ou « tu inventes des choses » ou « tu es trop rancunier » ou « c'était il y a longtemps, il faut que tu passes à autre chose » ou « tous les parents font des erreurs ». Ces phrases sont profondément blessantes parce qu'elles nient la réalité vécue de vos enfants, elles refusent de prendre responsabilité pour les impacts de vos actions et elles ferment complètement la porte à la guérison et à la réconciliation. Parce que la guérison d'une blessure relationnelle nécessite toujours deux choses. Premièrement, la reconnaissance que la blessure s'est produite, que la douleur est réelle. Et deuxièmement, une prise de responsabilité de la part de la personne qui a causé la blessure. Et quand vous niez ou minimisez les blessures que vous avez causées, vous rendez la guérison impossible. Vous forcez vos enfants à choisir entre leur propre vérité et la relation avec vous.
Vous les mettez dans une position impossible où, pour rester connectés à vous, ils devraient trahir leur propre histoire et nier la validité de leurs propres sentiments. Alors que dire à la place ? La réponse est d'une simplicité désarmante, mais elle demande un courage immense. Dites simplement « Je suis désolé ». Je n'avais pas conscience de l'impact que cela a eu sur toi, ta douleur est légitime et je veux l'entendre. Ou encore, tu as raison, je me souviens de ça différemment, mais ce qui compte, c'est comment tu l'as vécu. Parlement. Ces mots n'effacent pas le passé, mais ils ouvrent la porte au présent. Ils disent à votre enfant, ta réalité compte pour moi. Notre relation compte plus que mon ego. C'est un acte de réparation d'une puissance inouïe. Ces 10 phrases que nous venons d'explorer ne sont pas des interdictions rigides, mais des invitations. Des invitations à changer de posture, à passer du parent qui sait, qui dirige et qui juge, à l'adulte qui écoute, qui respecte et qui se connecte. Après 60 ans, la relation avec nos enfants n'est plus une question d'éducation mais de connexion. Il ne s'agit plus de les façonner, mais de les connaître tels qu'ils sont devenus, des adultes avec leur propre histoire, leurs propres blessures et leurs propres forces. En évitant ces phrases, vous ne faites pas que supprimer des mots négatifs, vous créez activement un espace pour une relation plus authentique, plus profonde et plus aimante, un espace où vos enfants adultes se sentent en sécurité, vus, entendus et respectés pour qui ils sont vraiment. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Chaque conversation est une nouvelle opportunité de créer plus de sécurité, plus de confiance et plus d'amour. Il ne s'agit pas d'être un parent parfait, personne ne l'est. Il s'agit d'être un parent présent, un parent qui a le courage d'être vulnérable et l'humilité de continuer à apprendre. J'aimerais beaucoup lire vos réflexions dans les commentaires. Quelle est la phrase qui a le plus résonné en vous? Y en a-t-il une que vous souhaiteriez ne plus jamais entendre ou ne plus jamais prononcer? Merci de votre écoute. Prenez soin de vous et prenez soin de vos relations. Elles sont le véritable trésor de notre existence. À bientôt.